18 juin 1815, au soir, Waterloo s'éteint. Vous avez suffisamment de son, c'est bon? Et le 22 juin, l'empereur abdique. Le lendemain, il reçoit Lazare Carnot qui lui suggère de se réfugier aux États-Unis. Le 25 juin, Napoléon se rend à la Malmaison, demeure de la reine Hortense, avec laquelle il se promène dans les jardins et évoque le passé, et Joséphine morte le 29 mai 1814. L'empereur hésite encore, puis négocie par l'intermédiaire du général de Flao la mise à disposition de 2 frégates au départ de Rochefort pour l'Amérique. Puis, le 29 juin au soir, après s'être recueilli longuement, seul dans la chambre de Joséphine, Napoléon jette un dernier regard dans son cabinet. Il traverse la salle du conseil, la salle à manger, le vestibule d'honneur et gagne une porte au fond du parc où l'attendent dans une calèche Bertrand et Savary. Le mamelouk Ali monte sur le siège. L'équipage part incognito à destination d'un Brouillet, où il passera la nuit, puis le lendemain, départ à destination de Rochefort. Le 1er juillet, vers 22h, on arrive dans les faubourgs de Niort pour coucher à l'auberge de la Boule d'Or. C'est également le lieu de regroupement de ceux qui désirent suivre l'empereur dans son exil et dont je vous parlerai tout à l'heure. Le 2 juillet, il reçoit une lettre du préfet maritime Bonnefou qui l'avise que la rade est étroitement bloquée par les Anglais et qu'il serait dangereux pour nos frégates de chercher à forcer le passage. Il s'agit des frégates La Salle et la Méduse mises à la disposition de Napoléon. Le 3 juillet, à 4 heures du matin, l'empereur quitte Niort pour Rochefort pour être au plus près pour s'embarquer dès que les conditions le permettront. Il loge à la préfecture maritime dans cette chambre. Alors que la rade est bloquée et que les vents sont contraires, il réunit en conseil plusieurs officiers supérieurs de la marine. Diverses propositions lui sont soumises. Ainsi, le capitaine Boudin déclare « En cas de rencontre, je me dévouerai avec mes 2 bateaux pour barrer le passage à l'ennemi. Quelque supérieur qu'il puisse être, je suis sûr de l'arrêter. » Où le lieutenant de vaisseau Besson propose d'aménager une barrique équipée de tubes à air, le tout dissimulé dans la cale parmi une cargaison d'eau-de-vie, toutes plus aventureuses les unes que les autres. Or, je pense que l'empereur ne croit plus en son étoile. Il dit d'ailleurs « J'ai joué le dé à Waterloo. » S'il devait être pris par les Anglais, caché dans un tonneau, ça manque de panache. Eh oui, il devait penser à sa légende. Et quant à être prisonnier des Anglais, autant se constituer librement prisonnier. Et il espère encore en l'hospitalité du peuple anglais et croit en la loyauté de son gouvernement. C'est bien le seul. Cette idée de s'exiler en Angleterre qu'il a déjà eue à la Malmaison fait son chemin dans sa tête. Le 8 juillet, il quitte l'hôtel de la Marine, côté jardin, par cette grille. Et, depuis cette plage, à Fouras, il quitte le continent français. Ce petit monument commémore l'épisode. Il monte à bord de la Salle, mais dès le lendemain, il demande à se faire conduire sur l'île d'Aix, où il loge dans la maison du gouverneur. Le 10 juillet, seul dans sa chambre, avec Gourgaud, il poursuit son idée de demander asile aux Anglais, bien qu'ils disent « Il y a toujours danger à se confier à ses ennemis, mais mieux vaut risquer de se confier à leur honneur que d'être en leurs mains prisonnier de droit. » Et il renonce d'ailleurs aussi à se battre et à faire couler le sang. S'il s'agissait de l'Empire, je pourrais tenter un second retour de l'île d'Elbe. Mais je ne vais pas être la cause d'un seul coup de canon pour mon intérêt personnel. Je pense que l'empereur est las. Et estimant son rôle terminé, il peut enfin se retirer, quitter discrètement la scène et prendre son envol vers la légende.
14 juillet, l'empereur, qui a précédemment écrit le brouillon d'une lettre au prince régent d'Angleterre, la dicte à Gourgaud. Écrivez au régent d'Angleterre, Altesse royale, en but aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe. J'ai terminé ma carrière politique et je viens comme Thémistocle m'asseoir sur le foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ces lois que je réclame de votre Altesse royale comme du plus puissant, du plus constant et au plus généreux de mes ennemis. Le lendemain, 15 juillet, 2 heures du matin, l'empereur est debout, marchant l'habit. Il enfile sa redingote verte, et sort de sa chambre. L'escalier de bois craque sous ses pas pesants. Derrière lui, Bertrand, Savary, Motolon, tous silencieux. C'est depuis cette plage qu'il quitte cette fois définitivement la France pour monter à bord de l'Épervier, dont une chaloupe le conduira tout à l'heure à bord du navire anglais, le Bellérophon. À 10 heures, ce 15 juillet 1815, la chaloupe de l'Épervier aborde le Bellérophon. L'empereur, précédé du grand maréchal, gravit lentement l'échelle et atteint le pont du vaisseau anglais où l'attend le capitaine Maitland. L'empereur le fixe de son regard que personne n'oublie et lui dit d'une voix ferme : « Je viens à votre bord me mettre sous la protection de votre prince et de vos lois. » Le capitaine Maitland s'engage à transporter l'empereur avec sa suite en Angleterre. Le lendemain, 16 juillet, le Bellérophon appareille pour l'Angleterre. Lorsqu'il croise au large d'Ouessant, le dimanche 23 juillet à 4 heures du matin, l'empereur apparaît sur le pont et l'aspirant de marine George Home écrit. Écoutez, c'est magnifique. Je n'oublierai jamais la matinée où nous atterrîmes sur Ouessant. À 4 heures, j'étais monté prendre le car. On commençait à peine le lavage du pont quand j'ai eu la surprise de voir à 7 heures matinales l'empereur quitter les appartements de l'arrière pour se diriger vers la chelle de poupe. Sur le pont mouillé, il risquait de trébucher à chaque pas. Chapeau bas, j'allais vivant lui offrir mon bras, dont il s'empara aussitôt avec un sourire. Il indiquait la poupe et me dit en mauvais anglais « The poop, the poop !» Il gravit l'échelle en s'appuyant sur moi. Arrivé sur le pont, il me quitta pour s'asseoir sur un affût de canon. D'un signe et d'un sourire, il me remercia de mon attention et désigna la terre du doigt. « Ouessant, le cap Ouessant ?»« Oui, sire. » Alors je me retirai, tandis qu'il portait à son œil une longue vue de poche et contemplait avidement la terre. De 5 heures du matin jusqu'à près du midi, il resta là. Il ne prêta nulle attention à ce qui se passait autour de lui. Il n'adressa pas une parole aux personnes de sa suite, demeurées debout derrière lui pendant plusieurs heures. C'était la dernière fois qu'il regardait la terre de sa gloire. Et je suis convaincu qu'il ne l'ignorait pas. Il la regarde et la salue longuement, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une ombre dans la brume. Le Bellérophon poursuit sa route vers l'Angleterre, qu'il atteint le 24 juillet et jette l'ancre en rade de Plymouth. À l'annonce de l'arrivée de l'empereur, la baie se couvre de centaines de barques chargées de curieux pour voir Napoléon. Le général Gourgaud n'est pas autorisé à débarquer pour remettre la lettre au prince régent.
Des rumeurs inquiétantes, on voit Napoléon là sur le pont, des rumeurs inquiétantes circulent alors quant aux intentions du général du gouvernement anglais sur le sort réservé à son prisonnier. Et le 31 juillet, en effet, l'amiral Kite, commandant la flotte de la Manche, monte à bord et communique à l'empereur la décision de son gouvernement d'interner le prisonnier à Sainte-Hélène. C'est la consternation chez l'empereur et sa suite. Madame Bertrand, la femme du grand maréchal, tente de se jeter à l'eau et un matelot a toutes les peines du monde à la retenir. Et le 7 août, l'empereur et sa suite sont transférés sans beaucoup d'égards du Bellérophon sur le Northumberland que commande l'amiral Cockburn. On saisit ce moment pour désarmer toutes les personnes de sa suite. Mais un reste de pudeur fit respecter son épée. Ses effets furent visités par l'amiral lui-même, aidé d'un officier des douanes. Là commencent aussi les premières vexations. Il ne sera désormais donné à l'empereur d'autres qualifications que celle de général. Le 9 août, le Northumberland apparaît enfin. Lascaz, l'un des compagnons de l'empereur que vous venez d'entendre et que je vais vous présenter bientôt, évoque une anecdote lors de cet appareillage. Au moment d'appareiller, un cutter, qui rôdait autour du vaisseau pour en éloigner les curieux, coula très près de nous un bateau rempli de spectateurs. Alors voici arrivé le moment de vous parler de la suite de l'empereur, des personnes désireuses de le suivre dans son exil et autorisées par les Anglais. Tout d'abord, Lascaz, que vous venez d'entendre. Il fait partie des 4 personnes les plus proches de Napoléon. Qui est-il? Le comte Emmanuel Auguste Dieudonné de Lascaz est mémorialiste. Il a 39 ans, alors que pour mémoire, l'empereur en a 46. Émigré à Londres. Amnistié, il rentre en France et se rallie à Napoléon, après Austerlitz. Maître des requêtes au Conseil d'État en 1810, français, anglophone, gentilhomme doublé d'un homme de lettres, il a vite compris l'intérêt pour lui de suivre Napoléon dans son exil et il entraîne dans l'aventure son fils Emmanuel, âgé de 15 ans. Dès abords du Northumberland, il se crée une certaine complicité en lui et l'empereur, qui lui dit « Mais que pourrons-nous faire dans ce trou perdu ?» Sire, nous vivrons du passé. Il y a de quoi nous satisfaire. Vous relirez, sire. Eh bien, nous écrirons nos mémoires. Oui, il faudra travailler. Le travail aussi est la fou du temps. Ainsi, l'empereur évoquera avec lui ses campagnes et aura de très nombreux échanges. Lascaz, opportuniste dès la première heure, prend chaque jour de nombreuses notes que son fils recopie et met en forme, qui deviendront le fameux mémorial de Sainte-Hélène. L'empereur y peaufinera sa légende. Le deuxième personnage, le comte général Henri Gatien Bertrand, grand maréchal du palais, né à Châteauroux dans une famille de notables, il a 42 ans, admis premier au concours de génie, sous-lieutenant en 93, puis armée d'Italie, où il est remarqué par Bonaparte, colonel, puis général en Égypte, aide de camp de l'empereur en 1805, spécialiste des fortifications et des ponts. Il est chargé de l'amarrage du radeau à Tilsit en 1807 et de construire les ponts sur le Danube à l'île Lebeau en 1809. En 1813, il succède à Duroc, tué au combat, dans sa fonction de grand maréchal du palais. Dès lors, il ne quittera plus l'empereur, qui lui fera d'ailleurs épouser Fanny Dion, cousine germaine de Joséphine de Beauharnais. Il est dévoué à l'empereur et c'est un fidèle. Notre troisième personnage sur ces 4, le général Gaspard Gourgaud, fils d'un musicien de la cour de Versailles, 32 ans, officier d'artillerie, il fait brillamment toutes les campagnes de la Grande Armée. Officier d'ordonnance de l'empereur, il traverse à 2 reprises la Bérésina à la nage sur son cheval pour repérer le gué où seront construits les 2 ponts qui sauveront les restes de la Grande Armée. Premier officier d'ordonnance durant les campagnes de 1813 et campagne de France en 1814. À Brienne, il abat le 29 janvier 1814 un cosaque qui s'apprêtait à tuer l'empereur. En 1815, il est nommé généralier de camp de l'empereur, mais jaloux et d'un caractère détestable, comme on le verra. Enfin, le 4e personnage de ce premier cercle de l'empereur, le général comte Charles Tristan de Montholon. Il a comme Gourgaud 32 ans.
1799, armée d'Italie. 1805, officier d'ordonnance à l'état-major de la Grande Armée. Colonel en 1809, nommé chambellan de l'empereur. En 1814 déjà, il procède à une opération financière douteuse. Il est nommé général pendant la première restauration sans affectation. Il se rallie à Napoléon en 1815, aide de camp de l'empereur sur recommandation. Avec son épouse Albine et leur fils aîné, il est prêt à suivre l'empereur aux États-Unis, pense-t-il, alors, et se retrouve à Rochefort. Par ailleurs, les généraux Savary et l'Allemand étant récusés par les Anglais, Lascaz, anglophone, et Montholon sur place sont immédiatement choisis. Voici donc présenté le premier cercle de l'empereur et les 4 principaux personnages qui le composent et qui seront bientôt appelés par Jean Tullard les 4 évangélistes, car ils écriront chacun leur mémoire sur Napoléon à Sainte-Hélène. Parmi la vingtaine de personnes du second cercle, cette fois, il faut évoquer les 2 principaux personnages de ce second cercle. Le premier, et non des moindres, Louis Marchand, né à Paris, il a 24 ans, premier valet de chambre de l'empereur, en 1811, garçon d'appartement de la maison impériale, discret, intelligent et dévoué, il succède à Constant en 1814 en qualité de premier valet de chambre. Il est avec l'empereur à Rochefort, où il revendique bien entendu l'honneur de l'accompagner en exil. Le second de ces personnages, Louis Tienne Saint-Denis, dit le Mamelouk Ali, et non pas Thierry. Né à Versailles, il a 27 ans. Petit clerc chez un notaire dès 14 ans. En 1811, sur recommandation de Caulaincourt, il est nommé au service intérieur de la maison de l'empereur, où il seconde alors Roustan et le remplace à sa défection en 1814. Revêtu du célèbre costume, il reçoit le surnom de Mamelouk Ali. Il est lui aussi à Rochefort et bien sûr sélectionné pour Sainte-Hélène. Second valet de chambre, il secondera efficacement Marchand et assurera la fonction de bibliothécaire à Sainte-Hélène. Un 7e personnage se rapproche de l'empereur et jouera un rôle important pour l'exilé. Le médecin Barry Edward O'Meara. Né d'une vieille famille irlandaise, il était aide-chirurgien à bord du Bellérophon. Parlant italien et français, Napoléon et lui s'apprécieront bien entendu et l'empereur lui demandera de devenir son médecin personnel. Il accepte alors et le suit sur le Northumberland. Et le Northumberland a cette fois pris la mer pour un voyage de plus de 2 mois à destination de Sainte-Hélène. Qu'est-ce que le Northumberland? C'est un navire de 74 canons, 54 mètres de long, 14 mètres de large. Il emporte 1080 personnes. Rendez compte sur cette surface? Autant dire que exécuter, monotonie et ennui sont garantis. Lascaz écrit d'ailleurs. Après 10 ou 12 tours de promenade sur la longueur du pont, il allait s'appuyer de coutume sur l'avant-dernier canon de la gauche du vaisseau, près du passe-avant. Les jeunes aspirants eurent bientôt remarqué cette prédilection d'habitude, et ce canon ne fut appelé dans le vaisseau que le canon de l'empereur. Appuyé sur ce canon, Lascaz à ses côtés, prenant des notes, l'empereur évoquera ses campagnes. Et le temps passe ainsi, tant bien que mal, jusqu'au samedi 14 octobre, où on s'attendait à voir Sainte-Hélène le jour même. L'empereur crut d'ailleurs l'apercevoir. Merci aux photos de notre ami Michel. Mais, enfin, le lendemain, dimanche 15 octobre, enfin. Au jour, j'ai vu l'île tout à mon aise, mais elle rapetissait beaucoup à mesure que nous approchions. Enfin, 70 jours après avoir quitté l'Angleterre et 110 après avoir quitté Paris, nous jetons l'ancre vers midi. Elle touche le fond, et c'est là le premier anneau de la chaîne qui va clouer le moderne Prométhée sur son roc. L'empereur, contre son habitude, s'est habillé de bonne heure et a apparu sur le pont. Il s'est avancé sur le passe-avant pour considérer le rivage plus à son aise. L'empereur scrute avec sa lunette les falaises menaçantes, la bourgade
de Johnstone, encaissés entre d'énormes rochers arides et les quelques bicoques accrochés aux pentes. Chaque plateforme, chaque ouverture et toutes les crêtes sont hérissées de canons. Il murmure. C'est donc là. Ce n'est pas un joli séjour. J'aurais mieux fait de rester en Égypte. L'empereur est rentré bientôt après. Il m'a fait appeler et nous avons travaillé comme de coutume. Le 16 octobre, l'empereur et ses compagnons débarquent et découvrent l'île. Madame Bertrand aurait dit en débarquant. Le diable a chié cette île en volant d'un monde à l'autre. Ils découvrent la ville. Ils sont logés dans la pension Porteus, une auberge à matelots. Le lendemain, en compagnie de l'amiral Cockburn, nouveau gouverneur de l'île, l'empereur se rend à cheval à Longwood, qui sera sa résidence. Il découvre une ancienne ferme couverte de toiles goudronnées que les charpentiers de marine transformeront en la résidence prochaine et définitive de Napoléon et de ses compagnons, notamment la construction de 2 bâtiments en bois. Pendant les travaux, l'empereur loge provisoirement au Briard, domicile des Balcombes, un directeur de la Compagnie des Andes, dans un pavillon proche, composé d'une seule pièce, en rez-de-chaussée, et de 2 petites chambres au-dessus. Il y logera avec Lascaz, ses fils, et les domestiques marchands et Ali. Là, il va faire la connaissance des enfants Balcombes, Jane et Lucia Elisabeth. La cadette, dite Betsy, âgée de 14 ans, espiègle, intelligente et vive, qui sera pour une courte durée le soleil de l'exilé. Betsy raconte dans son journal l'attente de l'arrivée de Napoléon et de son escorte. Écoutez-la. On nous avait prévenu de chercher des yeux la redingote grise et le petit chapeau. Chacun croyait qu'il serait le premier à découvrir l'empereur. À la fin, l'un de nous s'écria. « Je vois un homme qui a un chapeau à cornes, mais pas de redingote grise. » Nous reconnûmes néanmoins que c'était bien l'empereur. L'amiral Cockburn, qui accompagne l'empereur au Briard, le présente aux enfants Balcombes. Betsy décrit cette première rencontre. Il mit pied à terre devant notre maison. Il était d'une pâleur de mort. Il me sembla que ses traits, malgré leur froideur, leur impassibilité et quelque chose de dur, étaient d'une grande beauté. Dès qu'il eut pris la parole, son sourire enchanteur et la douceur de ses manières firent disparaître jusqu'au moindre vestige de la crainte que j'avais jusqu'alors éprouvée en le regardant. L'empereur reste au Briard jusqu'au 10 décembre, un peu moins de 2 mois, le temps que les travaux de Longwood se terminent. Il y aura vécu le meilleur de son exil. Il fera la rencontre de Toby, l'esclave des Balcombes, avec qui il s'entretiendra à plusieurs reprises. Voici donc la maison également que Toby avait à occuper aujourd'hui. Ce 10 décembre, début d'après-midi, tous découvrent le site de Longwood, un plateau venteux et brumeux, et encore entrons-nous dans la belle saison. Je vous rappelle qu'on est dans l'hémisphère sud et que les saisons sont inversées par rapport à chez nous. Lascaz décrit ainsi le site. C'est un plateau assez étendu. Des vents éternels, parfois violents, et toujours de la même partie, en balayent constamment la surface. Des nuages le couvrent presque toujours. Le soleil qui y paraît rarement n'en a pourtant pas moins d'influence sur l'atmosphère. Il attaque le foie si on ne s'en préserve avec soin. Des pluies abondantes et soudaines achèvent d'empêcher qu'on ne distingue ici aucune saison régulière. Il n'y en a point à Longwood. Alors, quant à l'habitation que les exilés découvrent, elle se présente ainsi. Donc, le plan avec la correspondance en dessous. Cette partie, à usage quotidien de Napoléon, comprend la véranda ou marquise, la salle dite de billard ou parloir, le salon où sera transféré l'empereur après sa mort, et cette petite partie fort exiguë comprenant sa chambre, son cabinet de travail et sa salle de bain et sa fameuse baignoire.
Les jours suivants, l'empereur fait à cheval avec les généraux Montholon et Gourgaud le tour des limites autorisées. On se heurte vite aux sentinelles anglaises. L'empereur y renoncera bientôt avec dégoût. Je ne saurais tourner ainsi sur moi-même. Quand j'ai un cheval entre les jambes, l'envie me prend de courir, et je ne puis la satisfaire, c'est un tourment que je dois m'épargner. Napoléon recrée à Longwood la maison de l'empereur, une petite cour suivant le protocole des Tuileries, où chacun des compagnons a sa place. Et peu à peu, la vie s'organise à Longwood. L'empereur se lève tôt, il bavarde avec ses deux valets, Marchand et Saint-Denis, d'Yaly, les interroge et plaisante avec eux. Il participe à la toilette, l'un tient la glace, l'autre la serviette. Lorsque le temps est clément, un jour sur 3, l'empereur, suivi de Lascazes ou de Gourgaud, fait une promenade à cheval. De retour, il bavarde avec le docteur ou ses officiers ou s'attarde au bain. Puis il déjeune un repas simple, seul dans sa chambre, sur un guéridon. L'après-midi, il dicte ou met au net avec l'un de ses officiers ou Lascazes, comme ici, le texte de ses mémoires, main derrière le dos, allant et revenant dans la pièce, s'arrêtant pour consulter une carte ou un livre sur le billard, ou pour jeter un coup d'œil sur le camp anglais tout proche, par un trou pratiqué dans le volet pour y passer sa lorgnette. L'empereur fait soit une promenade en calèche, toujours dans les limites imposées, avec les comtesses Bertrand ou de Montholon, soit une promenade à pied autour de la maison. L'empereur travaillait dans la journée avec plusieurs de nous. Il me réservait d'ordinaire pour le temps qui précédait, lequel n'était guère servi que sur les 8 ou 9 heures. Il parle du dîner. Il me faisait donc venir vers les 5 ou 6 heures avec mon fils. Parce que Lascazes a mangé le mot dîner. L'empereur dictant ses mémoires sur l'Italie et l'Égypte, ou parlant avec eux à bâton rompu, peaufine ainsi sa légende. Dès que le canon annonce le couvre-feu, tout le monde regagne la maison pour attendre le dîner. Les femmes en robe de cour et les hommes en uniforme. Après le dîner, jeu de cartes ou partie d'échecs avec Bertrand, ou bien l'empereur prend un livre, Corneille, Voltaire ou Homère, et fait la lecture ou évoque des épisodes de sa vie. C'est l'empereur qui donne le signal du coucher en se retirant dans sa chambre où l'attend Marchand pour le déshabiller et lui passer une robe de chambre. Il cherche ensuite le sommeil en feuilletant les pages d'un livre. Ce quotidien, dans des locaux exigus, humides et infestés de rats, vous le voyez en bas là, surveillé de près en permanence, l'hostilité à la porte et sous un ciel et un climat chaud et humide, très souvent pluvieux et continuellement venté, la vie, croyez-moi, est rude, difficile et pesante. Les distractions sont peu nombreuses, voire inexistantes, même si le 30 décembre, par une rare belle journée, lors d'une promenade à cheval, l'empereur s'essaie aux travaux des champs et trace un sillon à la charrue. Le 14 avril 1816, date fatidique pour l'empereur, car débarque dans l'île un nouveau gouverneur, Hudson Lowe. Il a été nommé par Lord Bathurst, ministre des colonies, et on peut faire confiance au gouvernement anglais pour l'avoir bien choisi, comme ils ont bien choisi l'île de Sainte-Hélène. Un militaire qui n'a jamais participé à aucune des grandes batailles de l'Empire. Je suis peut-être parti pris. Il se montrera un fonctionnaire borné, d'un esprit étroit et formaliste, qui appliquera sans nuance les consignes strictes de Lord Bathurst, plus coupable que lui des conditions rigoureuses de détention de l'empereur. Hudson Lowe est un angoissé. Il est hanté par sa mission de garder ce prisonnier, on le comprend, et d'éviter qu'il ne s'évade une seconde fois. Il se présente le 16 avril à Longwood sans avoir demandé d'audience. L'empereur ne le reçoit pas. Il ne sera reçu que le lendemain lors d'une présentation protocolaire. Manifestement, le courant ne passe pas entre eux. Dès sa prise de fonction, Hudson Lowe va successivement prendre des mesures contraignantes, infamantes, voire insultantes. Rapidement, c'est l'affrontement entre Hudson Lowe et l'empereur. En représailles,
L'empereur reste cloîtré pour ne pas le rencontrer. Le 18 août 1816, c'est la 6e et dernière entrevue entre l'exilé et le gouverneur, sur lequel l'empereur fait pleuvoir les reproches les plus violents. Une sourde et interminable dispute se poursuivra entre eux, toujours pour le titre d'empereur. Je ne suis pas pour vous le général Bonaparte. Il ne vous appartient pas plus qu'à personne sur la terre de m'ôter les qualifications qui sont les miennes. Et c'est la rupture. Ils ne se reverront plus. Les dictées reprennent sur l'Italie avec Lascase. Notamment Lodi ici. Ou avec Bertrand sur l'Égypte. En septembre, Usonlo exige une réduction des dépenses d'intendance. L'empereur fait alors vendre théâtralement une partie de son argenterie, ce qui crée une grande agitation à Longwood. En octobre, Usonlo poursuit ses tracasseries. En particulier, la journée du 25 novembre est à marquer d'une pierre noire pour notre empereur. Voilà comment Lascase rapporte dans son journal le fait marquant de cette journée. Alors que l'empereur et lui conversaient, L'empereur s'est interrompu tout à coup pour examiner par la croisée un groupe considérable d'officiers anglais qui débouchaient vers nous par la porte de notre enclos. C'était le gouverneur, entouré de beaucoup des siens. L'empereur m'a dit « Allez voir, mon cher, ce que veut cet animal. » Comme je m'éloignais déjà, il a ajouté « Et surtout, revenez promptement. » Et voilà pour moi les dernières paroles de Napoléon. Hélas, je ne l'ai plus revu. Ce 25 novembre, Lascase, père et fils, sont arrêtés pour correspondance clandestine. Paraît-il vrai ou pas, je ne sais pas. Le 30 décembre, ils quittent l'île. L'empereur en a été particulièrement affecté. Il demeure cloîtré et ne se rase plus. Le 1er janvier 1817, les exilés présentent leurs hommages à Napoléon, la journée étant très belle. Ils déjeunent sous une tente qui fournissait la seule ombre de Longwood. Cette année 1817 allait être plus triste que la précédente. Usonlo décide que l'officier qui accompagne l'empereur dans ses promenades à cheval se tiendrait plus près. L'empereur a alors cessé ses promenades qui lui étaient pourtant indispensables pour sa santé, lui qui notamment avait passé près de 15 ans à cheval. Cette réclusion, surtout depuis le départ de Lascase, et cette inaction accentue l'inertie morale qui, jointe à son inertie physique, va entraîner des effets funestes. L'empereur a souvent les jambes enflées et il commence à éprouver une douleur sourde au côté droit. Le docteur Omehara diagnostique une hépatite et lui conseille l'exercice. Il se livre à des bains prolongés comme il en aura toujours eu le goût et qui lui procurent soulagement, puis se couche. Il s'affaiblit à vue d'œil. À ses compagnons qui sont affligés de le voir ainsi affaibli, il disait « Ce n'était pas mon corps qui était de fer, c'était mon âme. » L'année 1818 est encore plus triste que la précédente. Toujours très affecté par le départ de Lascase, l'empereur travaille et dicte moins, mais il lit. Homère a sa préférence. L'ambiance est plombée dans ce cadre resserré par la jalousie, je vous en avais parlé, maladive de Gourgaud. Cette jalousie qui se porte sur le général Montholon, au point que l'empereur doit intervenir pour empêcher un duel entre eux. L'empereur exacerbé demande à Bertrand de mettre au point les modalités de départ de Gourgaud qui quittera Sainte-Hélène le 13 février 1818. Cette nouvelle année sera celle des 4 premiers abandons et départs.
mais également des manifestations sérieuses de la maladie de l'empereur. 13 février, comme on l'a dit, le départ du général Gourgaud soulagera certes l'empereur, mais le marquera moralement. Gourgaud était tout de même infidèle et un des 4 très proches du premier cercle. 26 février, soit seulement 13 jours après le départ de Gourgaud, le maître d'hôtel Cipriani, homme de confiance de la famille Bonaparte et agent secret de l'empereur, meurt brutalement, vraisemblablement d'une péritonite. 18 mars, c'est le départ de la famille Balcombe et donc de la petite Betty qui n'égara plus les longues journées de Napoléon. Et le 2 août, c'est au tour du docteur O'Meara d'être expulsé. Pendant 14 mois, l'exilé reste sans médecin permanent, alors que son état de santé s'aggrave. Vers la mi-août apparaissent les premiers vomissements violents. O'Meara avait diagnostiqué une hépatite, mais ces vomissements l'ont bientôt orienté vers son estomac, se rappelant que son père en était mort. Mais en janvier 1819, il semblait remis, et avec ses forces physiques sont revenues ses forces intellectuelles, aiguisées encore par la réception d'une caisse de livres envoyée par Lady Holland, épouse d'un politicien White, admiratrice de Napoléon, qui a pris soin des exilés de Sainte-Hélène. Avec Bertrand, il met la main finale à la campagne d'Égypte. Mais l'amélioration de sa santé au début de l'année 1819 ne perdure pas. L'empereur ressent de nouvelles et plus violentes douleurs d'estomac, des vomissements et une extrême difficulté à digérer. Un nouveau départ vient s'ajouter à la dégradation de sa santé, celui de Madame de Montholon, qu'Adolphe Thiers qualifie discrètement ainsi. Madame de Montholon, par son esprit aimable, avait fort contribué à adoucir sa captivité, mais elle succombait au climat. Le 2 juillet, elle fait des adieux pleins d'émotions réciproques à l'empereur. Nouvelle tracasserie d'une Sonneau. Il envoie un officier remettre un pli à Napoléon Bonaparte. Cet officier est renvoyé. En effet, seuls les messages destinés à l'empereur Napoléon sont acceptés. Prévoyant qu'on irait jusqu'à forcer sa porte, il prend une résolution énergique et catégorique. Autant mourir ici dans une tragédie pour défendre notre dignité que sur un lit de malade. Il fait charger ses pistolets et demande à ses gens d'en faire autant. Hudson-Lowe n'insistera pas. Il l'aurait fait. 21 septembre, débarque enfin à Sainte-Hélène ce que l'on a appelé la petite caravane, c'est-à-dire les envoyés du cardinal Fesch que Bertrand avait sollicité. Le jeune médecin Antomarchi, l'abbé Antonio Buonavita et un jeune prêtre Angelo Vignali, que Thiers qualifie de quelque peu d'esprit et peu d'expérience, quoi. Par le bateau qui avait amené le médecin et les 2 prêtres étaient arrivées plusieurs caisses remplies de livres que l'empereur fait ouvrir. Au fond de l'une d'elles était caché un portrait du duc de Reichstadt, son fils. Il le contemple longuement et le fait placer dans sa chambre pour qu'il l'ait toujours sous les yeux. La santé de l'empereur donnait toujours de vives inquiétudes. Le docteur Antomarchi lui conseillait instamment l'exercice, mais sa répugnance à sortir, suivi d'un officier à cheval et dans un espace limité, était toujours la même. Antonio Marchi lui suggère alors que le jardinage serait aussi bon. Tout de go, l'empereur décide de se livrer à ce nouvel exercice. Montholon écrira dans ses mémoires. Dès l'aube du jour, la bêche à la main, un large chapeau de paille sur la tête et des pantoufles de maroquin rouge pour chaussures, dirigeant nos travaux et ceux des jardiniers chinois de l'établissement. Voici le chapeau. Il oblige tout le monde à se livrer à ce nouvel exercice. Avec lui, dès 4 heures du matin, tous travaillaient sous sa direction. On entrait dans la belle saison, précisément dans l'année 1820. Cette occupation crée de la diversion aux ennuis de tous et améliore la santé de l'empereur. Il creuse des rigoles pour apporter de l'eau qui manquait. Le jardin devient vite verdoyant. Marchand a dessiné Longwood en 1820. L'empereur profite de son jardin et s'y repose souvent.
La forte humidité revenue avec la mauvaise saison contribue aussi à la mauvaise santé de l'empereur, qui en juillet redevient préoccupante. Depuis quelques jours, il ne sort plus de son appartement, passe ses journées au lit, au bain ou dans son fauteuil. Le 4 octobre, une longue promenade à cheval l'épuise totalement. Il la termine en voiture. Ce sera la dernière. Les douleurs au côté droit réapparaissent ainsi que le froid dans les jambes, les yeux cernés et le teint verdâtre. Le 10 octobre, il s'évanouit après un bain très chaud. Les vomissements reprennent. Son entourage pressant la fin. On entrait dans cette sinistre année 1821 qui verra la fin de l'empereur. Il savait sa fin prochaine. Bientôt, les symptômes de sa maladie réapparaissent avec plus de gravité. Les jambes enflées et les extrémités froides. Il ne peut plus manger de viande. Les vomissements reprennent et se succèdent avec la fièvre. Montholon écrit « La maladie qui devait nous enlever l'empereur quelques mois plus tard fit, à partir de cette date, de rapides progrès. Il restait silencieusement des heures, assis nonchalamment sur une bergère, jusqu'à la crise du 17 mars, qui fut le prélude de sa mort. Puis c'est le lit qu'il ne quittera bientôt plus. Un système de veille est alors mis en place. Montholon, la première partie de la nuit, Marchand la seconde. Le 14 avril, l'empereur commence, avec l'aide de Montholon, à écrire le texte de son testament, auquel, le 16 avril, il ajoute différents codicilles, notamment celui concernant le lieu de sa sépulture. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. À ce sujet, Bertrand écrit « Il ne pense pas qu'on laisse son corps à Sainte-Hélène, mais, si cela doit avoir lieu, il désire qu'on l'enterre auprès de la fontaine qui lui a fourni de l'eau pendant tout son séjour ici. » En effet, l'empereur avait découvert et remarqué une petite vallée, la vallée du Géranium, au fond de laquelle coulait une source fraîche et pure à laquelle il s'était désaltéré et qu'il charge alors un domestique de l'aller chercher tous les jours. Depuis avril, fièvre, vomissements et délires sont le lot quotidien de l'empereur, qui a accepté, sur les instances de ses proches sceptiques quant aux capacités médicales d'Anton Marquis, d'être examiné par le docteur Arnault, affecté au régiment qui garde Longwood. Des rapports confiants s'établissent notamment entre eux. Arnault a le premier détecté que la maladie ne se situe pas au niveau du foie, mais au niveau de l'estomac, ce dont était déjà persuadé l'empereur. On entre dans le mois de mai 1821, 1er mai. Succession de hoquets, inconscience et délire. Les docteurs Arnault et Anton Marquis ne le quittent plus. 2 mai, le fidèle Mamelouk Ali, toujours à ses côtés, rapporte également dans ses mémoires cette anecdote. Dans la nuit, il voulut se lever. Il mit les pieds à terre. Il voulait, disait-il, se promener dans le jardin. Nous courûmes à lui et nous fûmes assez heureux d'arriver à temps pour le retenir et l'empêcher de tomber. Il s'évanouit dans nos bras et nous le remîmes dans son lit, où peu à peu, il reprit ses sens. 3 mai, l'empereur fait appeler l'abbé Vignali dans sa chambre. Marchand garde la porte, l'abbé lui donne l'extrême-onction. 4 mai, le calomel, ou chlorure de mercure, qui est considéré aujourd'hui comme toxique et que les médecins lui faisaient prendre pour le soulager, lui est administré à 10 fois la dose, ce qui provoque une hémorragie stomacale. Le 5 mai, jour fatal. Au dehors, le temps est mauvais. La pluie tombe en rafale et l'Alizé souffle avec violence. La nuit est interminable. Les 2 médecins suivent les hoquets, surveillent son pouls et sa fièvre. Les fidèles sont là aussi, somnolents sur les fauteuils du salon, faiblement éclairés. Montholon, Bertrand, Marchand, Ali, l'un ou l'autre se réveillant,
se penche sur le lit, soulève la moustiquaire et essaie de saisir le souffle imperceptible. Vers 2 heures du matin, quelques mots incompréhensibles sortent de ses lèvres. Montholon pense reconnaître. Anse. Armée. Tête d'armée. Mon fils. Ce seront les derniers. L'ultime fin qui mieux que l'humble et fidèle marchand pour la décrire. À 5h50 du soir, le canon de retraite se fait entendre. Le soleil disparaît dans les flots de lumière. C'est aussi le moment où le grand homme, qui domina le monde de son génie, va s'envoler dans sa gloire immortelle. L'anxiété du docteur Anton Marquis redouble. Cette main, qui guidait la victoire et dont il compte les pulsations, s'est glacée. Le docteur Arnott, les yeux sur sa montre, compte les intervalles d'un soupir à l'autre. 15 secondes, puis 30, puis 1 minute s'écoulent. Nous attendons encore, mais en vain. L'empereur n'est plus. L'empereur vient de rendre son dernier souffle. Chateaubriand dira. Napoléon rend à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Le lendemain 6 mai, dès 7 heures, Hudson Lowe vient constater par lui-même que l'empereur est bien mort. Il dit au comte de Montholon. Il est mort. Tout est fini. Nous lui rendrons demain les derniers devoirs. Montholon règle avec le gouverneur les modalités de l'inhumation. Il lui exprime notamment le souhait de l'empereur que son corps repose en France. Le gouverneur répond que le corps ne doit pas quitter l'île, mais il ne s'oppose pas à ce qu'il soit inhumé dans le vallon du Géranium. L'un des souhaits, comme nous l'avons vu, exprimé par Napoléon. Quant à l'inscription sur la pierre tombale, Napoléon ou Bonaparte, ils ne parviennent pas à s'entendre. Elle restera nue. Sur cette très célèbre toile de Steuben sont réunis tous les proches de l'empereur après son décès. On peut reconnaître le grand maréchal effondré, son épouse Fanny en pleurs, entourée de leurs 4 enfants, Napoléon, Hortense, Henri et le tout jeune Arthur arrivé à Sainte-Hélène sans l'autorisation d'Hudson Lowe, car né dans l'île. Le comte de Montholon tenant le testament, le docteur Anton Marquis et les 2 fidèles serviteurs, Louis Marchand, que l'empereur instituera son exécuteur testamentaire, et Louis-Étienne Saint-Denis dit Ali. L'autopsie aura lieu l'après-midi même à 14 heures par le docteur Anton Marquis, assisté de plusieurs médecins anglais et en présence des Français. Le corps est placé sur une grande table à tréteaux recouverte d'un drap dans la salle de billard. À l'issue de l'autopsie, qui a duré 2 heures, Marchand et Ali l'habillent de son uniforme de colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale, bottes et éperons. Son épée, celle d'Austerlitz, est remplacée par celle de Bertrand, par crainte qu'Hudson Lowe ne la prenne, ce qui serait certainement arrivé. Il le porte ensuite dans sa chambre, le couche sur son lit et le recouvre du manteau bleu de Marengo. Il sera ensuite transféré dans le salon. Le 7 mai, il est procédé au moulage, donc vous avez un exemplaire là, en plâtre du visage de l'empereur par le docteur Burton. Le corps est ensuite déposé en fin de journée dans 4 cercueils respectivement en fer blanc, bois d'acajou et plomb qui seront plombés. Le 4e d'acajou n'arrivera que le lendemain. Le 9 mai, jour de l'inhumation,
Marchand décrit le cortège funèbre quittant Longwood pendant que durant cette marche, les canons des forts tirent de minute en minute. À 11 heures, 12 grenadiers vinrent prendre le cercueil, le placèrent difficilement sur leur épaule et le transportèrent dans la grande allée du jardin où l'attendait le corbillard. Ils le placèrent sur le char. Le grand maréchal déposa l'épée sur le manteau qui recouvrait le cercueil. C'était celle du comte Bertrand. Et le cortège se mit en marche. L'abbé Vignali marchait en tête, ayant auprès de lui le jeune Henri Bertrand portant un bénitier. Des docteurs, Arnott et Anton Marquis, marchaient ensuite. Les coins du drap mortuaire étaient portés par les comtes Montholon, Bertrand, le jeune Napoléon et moi. Derrière le corbillard venait le cheval de l'empereur, conduit par Archambault, et la maison de l'empereur en grand deuil. La comtesse Bertrand et ses enfants suivaient dans une calèche. Ce fut dans cet ordre que l'on sortit de Longwood. Des troupes de la garnison, au nombre de 2000 hommes environ, étaient rangées sur les hauteurs à gauche de la route. Le cortège chemine jusqu'au lieu de l'inhumation. Après les prières de l'abbé Vignali, le cercueil est descendu dans le tombeau fermé de 3 dalles sans inscription. On entend aussitôt 3 salves de 15 coups d'artillerie. Nos compagnons maintenant vont rentrer en France pour retrouver leur famille. Mais avant leur départ, ils se rendent sur la tombe pour faire un dernier adieu à leur empereur. Puis ils quittent définitivement Longwood et Sainte-Hélène le 26 mai. Après un voyage qu'on imagine bien morne, leur bateau jette l'ancre le 2 août en Angleterre, où la mort de Napoléon était connue depuis le 4 juillet. Ils sont partis le 26 mai, 4 juillet. Si l'impression causée en Angleterre avait été profonde, en revanche, en France, où la nouvelle de la mort de l'empereur fut connue le 11 juillet, à Paris, elle fut reçue sans grande émotion. À l'instar de Talleyrand, répondant à l'exclamation « Quel événement !» Ça n'est plus un événement, c'est une nouvelle. Ou de la comtesse de Je Boigne. me rappelle encore combien nous fûmes frappés, quelques personnes un peu plus réfléchissantes, de cette singulière indifférence. Mais quel contraste avec ce merveilleux enthousiasme de la foule, 19 ans plus tard, le 15 décembre 1840, lorsqu'elle retrouve son empereur lors du retour des cendres. Le retour des cendres de Napoléon s'est fait attendre. En effet, 8 mois plus tôt, Louis-Philippe cède aux instances de Thiers, son président du Conseil, et le 1er mai 1840, confie à son fils le prince de Joinville et à Philippe de Ronchabot, qui représentera le gouvernement, la mission d'aller chercher les cendres de l'empereur. On pensera aux anciens compagnons de l'empereur, Bertrand, Gourgaud, Lascasse, fils, le père est trop âgé, Marchand et Ali. Sauf à Montholon. Ben oui, il est en prison, à Ham, pour avoir participé avec Louis Bonaparte au débarquement de Boulogne le 6 août 1840. Et le 7 juillet au soir, à Toulon, la frégate La Belle Poule, à l'entrepont de laquelle est aménagée une chapelle ardente, met à la voile et le 8 octobre, on est en vue de Sainte-Hélène. La mission débarque le lendemain. Les Français se rendent aussitôt à la tombe, bien entretenue. Il restait 1 ou 2 saules qui l'ombrageaient, la source coulait toujours. Ils sont prêts d'aller voir Longwood, et là, c'est la désolation, la consternation, puis l'indignation. Les bâtiments ne sont plus qu'une ferme en ruine et les abords à l'abandon sont incultes. À l'intérieur,
les papiers arrachés, les sols recouverts de fumier ou pourris, plus de portes, les vitres cassées, un manoir et un moulin un moulin à orge occupent la moitié du salon. La chambre de l'empereur est une écurie. Ils en sortent tristes et indignés. Les restes mortels seront remis le 15 octobre. Il aura fallu près de 9 heures de travail, ce 15 octobre depuis minuit, pour qu'enfin, à 9h30, à l'aide de cordages, le cercueil d'acajou remonte. À l'ouverture du dernier cercueil en fer blanc, apparaît alors le corps de l'empereur prodigieusement intact, comme s'il avait été mouillé en tombeau la veille. Napoléon semblait dormir. Puis rapidement, on referme le cercueil de fer blanc, le couvercle du cercueil d'acajou est revissé, puis celui de plomb est ressoudé, et enfin, l'ensemble est disposé dans le cercueil d'ébène apporté tout exprès de France, soit 4 cercueils pesant ensemble près de 1200 kilos. À 17h30, le cortège arrive à l'embarcadère. Le gouverneur remet le corps de Napoléon, prince de Joinville. Napoléon est enfin délivré. Ce 15 octobre, à 18h, la chaloupe de la Belle Poule quitte la terre de Sainte-Hélène avec son précieux fardeau. 25 ans jour pour jour après son débarquement sur cette île, l'empereur nous est rendu. Le poète Dors, chanter. nous t'irons chercher. Ce jour viendra peut-être, car nous t'avons pour Dieu sans t'avoir eu pour maître. Puis, le cercueil hissé sur la Belle Poule, dont tout l'équipage est debout dans les vergues et canots pendant que tous les canons tonnent comme l'orage et que carillonne un tédéum. L'empereur repose sur le pont au milieu d'une garde de marins français. Le cercueil est ensuite descendu de la chapelle ardente à l'entrepont. Le 18 octobre, la Belle Poule appareille et les Français filent pour la France avec leurs précieux fardeaux. Ils atteignent Cherbourg le 30 novembre où elle est attendue par plus de 100 000 personnes. Là, le cercueil est transbordé sur un bateau fluvial à vapeur de Normandie qui longera la côte jusqu'au Havre, puis remontera la Seine jusqu'à Rouen ou au Val de la Haye. Le 9 décembre, un nouveau transbordement est nécessaire sur la Dorade 3 pour passer les différents ponts jusqu'à Paris. Cette colonne commémore l'événement. En ce rude, froid matin de décembre, il a fait moins 15 la nuit, le long des rives de la Seine, tout un peuple est massé, citadins, paysans, femmes portant leurs enfants, et les vieux de la vieille, les grognards, fantômes boudinés dans leurs vieux uniformes troués, souvent venus de très loin pour saluer une dernière fois l'empereur, se réchauffent autour de feux improvisés, leur dernier bivouac. Ali écrira: Partout où il y avait ville ou village ou hameau, les populations se sont empressées de quitter leurs habitations et leurs travaux pour se rendre sur les rives de la Seine, afin de voir passer le cortège funèbre. Partout, c'étaient des cris de « Vive l'empereur ! Vive Napoléon !» 1000 fois répétés. Le cortège funèbre flottant poursuit son trajet dans la ferveur et l'enthousiasme populaire. Le 14 décembre, la Dorade arrive à Paris et vient s'amarrer au quai de Courbevoie devant le pont de Neuilly où s'élève une colonne rostrale de 45 mètres de haut. Aujourd'hui, une stèle en marque l'emplacement. Le cercueil est ensuite débarqué et placé dans ce temple, sur un énorme char funèbre qui remontera demain les Champs-Élysées. Il est veillé cette nuit par des vieilles moustaches. Le lendemain, 15 décembre,
Vers 10 heures, ce char gigantesque, de 12 mètres de haut et 30 mètres de long, pesant près de 12 tonnes, et tiré par 16 chevaux, s'ébranle et entre dans Paris sous les flocons de neige et les vivas d'une foule de près d'1 million de personnes. Le poète chantait. Sire, vous reviendrez dans votre capitale, sans tocsin, sans combat, sans lutte et sans fureur, traîné par 8 chevaux sous l'arche triomphale en habit d'empereur. La prédiction du poète s'accomplissait. Le cortège remonte l'avenue de la Grande Armée, passe vers midi sous l'Arc de Triomphe, puis remonte les Champs-Élysées entre 2 rangées de milliers de spectateurs qui battent la semelle. Cette foule de milliers de spectateurs, enthousiastes mais recueillis, acclame son empereur. Oubliez la conscription, les invasions et les années de misère qui en ont été la conséquence. Le cortège arrive enfin, place de la Concorde, et s'engage lentement sur le pont de la Concorde. Et à mesure qu'on approche les Invalides, les cris de Vive l'Empereur, Vive Napoléon, Vive la Garde couvrent le tintement des cloches et des salves d'artillerie. Le cortège aborde l'esplanade des Invalides qui est garnie d'estrades, dont les places sont sur invitation. Victor Hugo y était. Le cercueil recouvert du manteau impérial, porté par de vigoureux marins de la Belle Poule, traverse la cour et entre dans l'église Saint-Louis. Le tombeau qu'on connaît aujourd'hui n'était pas encore construit. Il est déposé dans la chapelle Saint-Jérôme. Il ne rejoindra son tombeau définitif que le 2 avril 1861, après la fin des travaux. Octave Aubry écrira « Le cabinet de Londres avait fait du vaincu un martyr. Cette fin désolée, c'était sa plus belle victoire. La plus pure, elle n'était due qu'au prestige de l'esprit. La plus complète, elle défiait tout retour de fortune. Et la plus haute, elle n'avait pas été payée du sang de ses soldats, mais du malheur du chef. » Merci.